On fait un petit peu d'empilement. Donc, les nommés du Spiel de l'année. On a Sur les traces de Darwin, on a Captain Flip et on a Skyteam. J'ai déjà pas mal parlé des trois, donc je sais pas si j'ai vraiment plus envie de revenir que ça là-dessus. Darwin était déjà nommé à l'As d'Or, donc c'est le seul qui aura fait le doublé finalement, puisque en France on avait à côté de ça Trio et Perfect World. Priori, Trio est sorti en Allemagne, donc puisqu'il était dans les recommandations, donc c'est pas à cause de ça qu'il n'a pas été nommé. Juste que ils ont estimé que non, qu'il ne méritait pas sa place là, donc ne fera pas le doublé, ne fera pas As d'Or plus Spiel, mais voilà. Ça laisse une petite occasion à, sur les traces de Darwin de remporter quand même un prix, hein. Quitte à avoir raté l'As d'Or, obtenir le Spiel, c'est quand même pas dégueu. Et on a Captain Flip qui était, à mon avis, sorti un peu tard en France pour pouvoir être nommé à l'As d'Or, mais qui a le format parfait en fait, hein, pour être nommé et pour être potentiellement gagnant. Je suis assez surpris de voir Skyteam pour plein de raisons. Je vais en évoquer que une ou deux. La première, c'est que c'est un jeu à deux. C'est assez rare de trouver des jeux à deux dans cette sélection-là, puisqu'en général, c'est des sélections pour le plus possible. Et ensuite, c'est un peu dur. Je l'aurais peut-être mis au Kenner, moi, plus qu'en Spiel. Je sais pas trop. En fait, pour être honnête, ils ont mis l'année où ça a été nommé, mais alors je ne sais plus quand. Mince. Les charlatans de Belcastel en Kenner. Donc, autant dire que c'est pas du expert, c'est plus du initié. Mais j'aurais eu tendance à mettre Skyteam un peu dans la même catégorie. Donc le voir nommé dans le Spiel tout court, ça me semble un peu audacieux. On verra bien si ça gagne ou pas. Faut mettre une petite pièce. Moi, en vrai, je suis plutôt partant pour une nomination de Captain Flip sur l'As d'Or. Donc je me dis que le faire gagner le Spiel, c'est pas débile. Puis c'est le premier jeu de Playpunk, donc ça fait plaisir aussi de faire gagner un petit éditeur. Bon après, Sorry We Are French, l'éditeur de Darwin Journey, a pas vraiment gagné pour l'instant, ils ont été pas mal nommés, mais je suis pas sûr qu'ils aient gagné quelque chose. Et Mathieu Verdier, l'un des auteurs, donc avec Grégory Grard, ça me ferait plaisir pour eux qu'ils remportent ça, donc avec Darwin. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Pour le Kenner, pour le Kid, on va faire le Kid déjà. Ça va être hyper rapide parce qu'il y a un jeu que je ne connais pas du tout, mais du coup je suis intrigué. Ça me donne très envie de jouer à ça. Oh, je vais tester lumière. Hein. Donc, Clé Magique, je connais, j'y ai pas joué, mais déjà l'année où c'est sorti en France, donc c'est pas cette année, je crois que c'est l'année dernière, il y avait une grosse hésitation sur est-ce que ça va être nommé à l'As d'Or ou pas. Bon, la réponse a été non, hein, je pense que tout le monde l'a vu. Hop. Donc non, ça n'a pas été nommé, mais ça aurait pu. En tout cas, il y avait... hop. J'ai du bordel derrière, c'est dégueulasse. Bon, bref. Il y avait hésitation. Là, c'est nommé en Allemagne, donc comme quoi l'hésitation était cohérente. C'est un petit jeu de stop ou encore où on va avancer sur une petite piste. Quand on s'arrête dans une couleur, on a le droit de prendre une clé de cette couleur pour essayer d'ouvrir le coffre. Il n'y en a qu'une par couleur qui permet d'ouvrir le coffre. Les autres sont des pièges qui ne servent à rien. Il y a un petit jeu de stop ou encore avec les dés, parce que quand on fait certaines phases, les dés sont perdus. Et voilà. Et quand on perd, je crois qu'on donne un avantage aux autres, donc c'est pas bien. Mais voilà. Il y a le taco, chat, book, cheese, pizza pour enfants. Bon, j'ai pas joué, j'ai pas envie d'y jouer. Ça a l'air simple. J'aurais pas misé grand chose dessus. À voir ce que ça donne. Et le dernier par contre, c'est un peu.
Le dernier, je ne sais pas ce que c'est. Mais alors, pas du tout. Hein. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Mais, là, ça, je m'en fous. Qu'est-ce que je fais? Ah. On va faire ça comme ça. Donc le dernier, alors Grosse Kleine Edelstein, qui est de Wolfgang Warsch. Donc moi je suis ravi, je suis refait, puisque c'est l'un de mes auteurs de jeux préférés. Donc j'ai envie d'y jouer. C'est un jeu enfant, il fait pas des jeux enfants d'habitude. Ben, j'ai parlé des Charlatans de Belcastel, c'était déjà de lui. La gamme des Traits Futés, les Tavernes de la Vallée Profonde, enfin il a fait plein de trucs. Schmitt l'a annoncé pour avant la fin d'année en France. Ben, on attendra la fin d'année pour l'essayer, mais visuellement c'est ok, ce qui pour un jeu Schmitt est déjà beaucoup, parce que d'habitude c'est quand même un peu dégueu. On verra ce qu'il en est après, mais ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette, ça a l'air chouette, ça a l'air chouette. Voilà pour le Kinder. J'ai aucun jugement dessus. Enfin, c'est très dur de déterminer lequel des trois peut gagner parce que je n'ai joué à aucun des trois et j'ai vraiment entendu parler que de Clé Magique. Donc là, tout de suite maintenant, si on me menace, je vais dire Clé Magique, mais sans réelle envie, quoi. Mais bon, Clé Magique, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Kinder, c'est fait. Le Kenner. Alors, sur le Kenner, on a Daybreak, la guilde des expéditions marchandes et le Legacy des aventuriers du rail. Pour le coup, j'ai joué qu'à un des trois, décidément. Ouais, à l'Asdor, je me sens moins paumé sur ce que j'ai joué et pas joué. Bon, après, la grosse différence, c'est que les sorties en France et les sorties en Allemagne ne sont pas les mêmes. Donc, il peut y avoir un certain délai. Bon, là, pour le coup, la guilde des expéditions marchandes, c'est sorti il y a un petit moment en France. Donc ça, j'y ai joué, je l'ai trouvé très sympa. Kenner, c'est logique parce que c'est trop compliqué pour monsieur tout le monde. Mais voilà. Mais je sais pas, de là à être nommé, je trouve ça un peu fort. Après, pourquoi pas, c'est un jeu que j'aime bien. C'est un espèce de roll and write avec des petits cubes qu'on va donc poser sur son plateau. C'est un flip and write, pardon. Pour essayer de relier des villes, etc. etc. À chaque tour, on va se développer un peu. Et le but, c'est de faire plus de points que les autres. Enfin, bref. Les aventuriers du rail Legacy, j'ai pas du tout envie d'y jouer parce que j'ai pas du tout envie de jouer aux aventuriers du rail. Donc de ce côté-là, je ne testerai pas. Vu les retours assez mitigés que j'avais lus, je m'attendais pas à le voir nommé. Je suis assez surpris. Les gens le vendent plutôt comme mon premier Legacy et encore parce qu'il n'y avait pas 50 000 trucs qui différenciaient. Enfin, même les gens qui ont apprécié sans pour autant surenchérir plus que ça. Donc, je ne sais pas. Et Daybreak, eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Donc, si je ne sais pas ce que c'est, je vais regarder ce que c'est. 2023, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est ça. Oh, un jeu coopératif où il faut décarboniser la planète. En tout cas, les illustrations sont très cool. C'est de Matsberg. Ah, c'est de Matt Leacock et Matteo Menespes. Ok. Matt Leacock, je connais, c'est sûr. Bah oui, Pandémie, l'île interdite. Bon, c'est un mec qui est assez au point sur... Ah, mais en plus, il est aussi dans un aventurier du rail. Très bien. Bon, c'est un mec qui est un peu au point sur le coop. Matteo Penapace, bah, il a fait que ça. Donc on peut supposer que c'était lui le premier, le créateur du jeu et qu'il a demandé un peu d'aide.
Oh, je suis désolé. Je suis un peu fatigué. Et donc l'illustrateur Matsberg, bon bah ça fait 3 hommes, hein, sont, qui a édité, enfin oui, qui a fait 3 jeux, en tout cas en illustration, mais qui a un petit style quand même que je trouve pas dégueu moi. Ok. Et donc qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un game, c'est un jeu coopératif sur le climat. Chaque joueur contrôle une puissance du monde. Ok, on pourra déployer des technologies, voilà. Petit moteur. Oh, on veut protéger les gens. C'est mignon. S'il fait trop chaud, qu'il y a trop de... S'il y a quelqu'un qui a trop de personnes en crise, on perd. Ok. Et voir, c'est violent. Il y a voir à quoi ressemble le plateau un petit peu quand même. Voilà. Aucun plateau. C'est dégueulasse. Non, mais ça donne pas très envie. Hein. La nature, les infrastructures. L'avantage avec l'allemand quand même, c'est que c'est quand même pas dur à lire quoi. Bon, on peut lire à la française, mais même en allemand, hein, c'est une infrastructure. Bon, ce mot-là, un peu plus chiant, on va dire que je le vois pas, mais. eBay. Ok, donc on se prend de la pollution, nanana. Ok, bon. Visuellement, c'est pas le jeu sur lequel j'ai le plus envie d'aller. C'est encore un jeu Schmitt, bah dis donc, ils ont fait un grand chelem cette année Schmitt. Est-ce que ça c'est le jeu en FR? Non, pas du tout. Donc chacun a son petit plateau. On a des petites cartes qu'on va pouvoir faire comboter. Ok. Ça a l'air quand même plutôt cool. Je serais peut-être pas les de base. Ça me fait un peu penser comme ça, mais de très loin, hein, à... j'ai le nom en anglais. Endangered. Dont le nom français m'a complètement échappé. Ou pareil, jeu coopératif, il faut sauver les animaux d'une planète. C'est pas très jojo quand on regarde comme ça. On a des petites cartes qui vont nous permettre de faire des actions. Bon, il y avait une petite mécanique avec les dés qui était pas dégueu, mais voilà. Ok. Et donc pour ce Kenner, qui va gagner? Eh bien, bonne question. Je dirais que les aventures du rail, c'est bon, on en a déjà assez parlé, ils ont déjà assez gagné de trucs. Mais entre deux autres, c'est un peu compliqué parce que des breaks, je ne sais vraiment pas ce qu'il vaut. Je suis content de voir ça, ça me permet de me dire, tiens, bah, dès que je le vois, j'y joue. Mais là c'est un peu compliqué. La guilde des explorations marchandes, c'est cool. Je lui aurais pas donné le Kenner Spiel. Voilà. On verra bien ce qu'il y a d'autre. Walou. Et merci Philibert pour la photo que j'ai lâchement prise parce que je n'ai rien vu ailleurs. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir gentiment la faire disparaître. Et on dit au revoir au Spiel. Bisous. À bientôt. Pour laisser place à la tier list. Parce que mine de rien, c'est quand même un petit peu pour ça qu'on est là. C'est pour parler jeu. Alors, la tier list, elle est un peu faussée dans le sens où ce ne sont pas forcément des jeux que j'ai découverts en mai, mais c'est les jeux dont j'ai rentré la première partie en mai sur mon application. Il y a quand même beaucoup de découvertes, mais il y a un ou deux jeux qui sont auxquels j'ai joué. En fait, mon application, je l'ai depuis 2021, je crois, et du coup, il y a quelques jeux auxquels je n'ai pas joué depuis 2021, mais auxquels j'avais joué avant. Bon, après, au bout de 3 ans, on va pas se mentir qu'il y a quelques règles qui étaient sorties. Mais entre les parties sur BGA et à côté, parce que oui, je rentre mes parties sur BGA, il y a quelques jeux qui ressortent. D'ailleurs, ça tombe bien parce que le premier, c'en est un.
C'est l'auberge des pirates. Salut Neil. Oh, ça fait plaisir de te voir. Mais viens. Bon, on vient de parler du Spiel des Jahres. Mais en même temps, je ne sais pas toi, mais moi, il y en a pas mal auxquels j'ai pas joué dedans. Donc, je ne sais pas si toi, tu as Darwin. Bah, en vrai, ça serait cool parce que d'un côté, comme il était nommé à Cannes mais qu'il n'a pas gagné, ça lui permettrait d'avoir au moins un prix. Et bon, ces auteurs méritent aussi. Après, moi, je pense que c'était pas mon préféré dans la sélection. Je pense que j'ai une préférence pour Captain Flip. Mais si Darwin gagne, je ne serais pas mécontent non plus. Donc voilà. Je reste ouvert à toute victoire. Pour le coup, j'en ai... Enfin, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais... c'est que tout me va. Alors, l'auberge des pirates. De 2018. Donc c'est le premier jeu de la sélection. Hop. Ah oui, on voit quand même quelque chose. C'est un petit jeu de cartes, tout bête, dans la gamme d'Ori Games. Donc c'est un jeu de James Ernest. En fait, ils ont sorti une petite gamme de boîtes métalliques comme ça, où... Ouais, l'édition de Darwin est top. Mais l'édition de Captain Flip, je la trouve cool aussi, et il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est plutôt des jeux bien édités, pour le coup. Bah après, si on veut des jeux vraiment bien édités, on va chez Sorry We Are French. Je peux dire ce que je veux sur eux, je trouve que tous leurs jeux sont édités de manière assez parfaite. Voilà. Il faut le dire quand quelque chose est bien, il faut le dire quand quelque chose est moins bien, mais du coup, là c'est cool. Mais oui, mais j'ai toujours raison. Ou presque. Du coup, l'auberge des pirates. Donc ça, je sais pas si tu connais. Comme je disais, Wargames avait sorti une petite gamme de 3 jeux métalliques comme ça, où en fait, tu peux avoir un jeu et prendre les règles des deux autres et jouer avec. Ou tu as juste un paquet de cartes où il y a 1-1, 2-2, 3-3 jusqu'à 8-8, 9-9, 10-10. Et en fait, l'auberge des pirates, c'est un petit jeu auquel j'ai joué avec ma grand-mère et ma nièce, donc autant dire que c'est hyper générationnel. C'est simple, au début de la partie, on a 3 cartes en main, on va en choisir une qu'on va retourner, et la personne qui a la plus petite carte commence. Et en fait, on a très peu d'actions. Soit on va piocher une carte et la mettre dans sa main, voilà. Soit on va prendre une carte de sa main et la mettre devant quelqu'un d'autre. La seule règle, c'est qu'on ne peut pas faire de paire. Donc on ne peut pas mettre un 7 chez quelqu'un qui a déjà un 7. On peut aussi faire une attaque au hasard. C'est-à-dire prendre la première carte de la pioche et dire je t'attaque et la retourner devant cette personne. Pareil, si ça fait une paire, on est éliminé. Et si ça en fait pas, ben, on continue. Et la dernière action qu'on peut faire, c'est accuser quelqu'un d'avoir une paire. Donc entre les cartes qu'il a posées et les cartes qu'il a en main, s'il a 2 cartes identiques, ben, il va se faire éliminer, sinon c'est nous. Ça prend 2-3 minutes. Vraiment, c'est marqué 5-20 minutes, mais 20 minutes, je sais pas à quel moment la partie dure 20 minutes. Et on s'attaque, on se chamaille comme ça, on tente de dissimuler qu'on a une paire, alors que ça fait 10 tours qu'on aurait pu mourir et que les gens ne nous accusent pas. Il y a de la chance. Il y a un peu de chance parce que bah, l'attaque au hasard, c'est je prends la carte et je la mets devant les gens. On a beau tenter de faire un peu avec les probas en se disant que bah, y a 10-10, donc j'ai plus de chance de taper un 10, je vais taper celui qui a un 3 et bim, on ressort un 3 et on se fait éliminer comme de rien. Franchement, c'est un petit jeu d'apéro qui joue jusqu'à 8, qui s'apprend facilement et qui joue avec tout le monde. Moi je trouve ça très cool. Je suis très content d'avoir ressorti, donc ça c'est un jeu que j'avais déjà joué avant, mais ça date. Mais moi je le trouve vraiment cool. Je suis content qu'il te plaise aussi, Neil. Dans la même gamme, j'en parlerai le mois prochain parce que j'y ai rejoué après. Moi j'ai le petit jeu sur les zombies. Le troisième, c'est un truc avec un trèfle. C'est un truc sur la chance, mais je sais plus le nom. Lucky Day, un truc comme ça. Est-ce que ça s'appelle pas le Lucky Day le dernier? Non, pas du tout. Tant pis. Mais c'était cool.
Ça se trouve c'est le même qui a tout fait. Non. Mais voilà. Donc du coup, sur ma tier list, je vais le mettre dans les bons jeux. Voilà. Je suis content d'y avoir rejoué, je le ressortirai à l'occasion. Bon, c'est pas le jeu de l'année, c'est pas le jeu sur lequel je m'éclate le plus, mais je le trouve quand même fun et accessible. Et c'est bien le principal. On va attaquer un autre jeu pas du tout pareil, qui vient de sortir il y a très peu de temps chez Yellow, qui s'appelle Bamboo. Donc Bamboo de German P. Milan et illustré par Jonathan Cantero. Alors qu'est-ce qu'il a fait German P. Milan? Oula, plein de trucs. Oula, plein de trucs mais en espagnol. Je passe à Bitoku, Sabika. Ah. Je comprends un peu mieux. Alors Bitoku j'y ai pas joué pour le coup, mais Sabika j'ai trouvé ça vraiment pas très plaisant. Nefer qui est pas encore sorti, très bien. Bon bref, Bamboo c'est un petit jeu de la gamme Yellow Expert. Jour de chance peut-être, ouais, bah, Lucky Day, jour de chance, j'y étais quand même. Hein. On était quand même dedans. Ouais, je dévie. Donc, Bamboo de la gamme Yellow Expert, c'est une gamme qui, pour l'instant, je trouve vraiment solide. Disons qu'on avait eu Cathédrale Rouge, puis Château Blanc. Et bon, Cathédrale Rouge, c'est un jeu de majorité, c'est pas trop mon truc, mais je trouvais que à 2 il marchait bien. Et un jeu de majorité à 2, ça n'existe pas tant que ça. Ensuite, on avait eu Château Blanc, qui se joue quasiment que à 2 par contre, parce que c'est un peu chiant en plus. Qui était de la pose d'ouvriers, gestion de ressources, etc. Avec le petit twist des dés qui était plutôt sympathique et qui marchait bien. Et moi j'ai bien apprécié, j'en ai fait 2-3 parties, j'avoue que voilà, j'y rejouerai avec plaisir. Donc quand je vois qu'il y a le troisième de la gamme qui sort, bah forcément quand j'ai eu l'occasion de le tester, je suis allé dessus. Et on a joué à 4, on a mis très longtemps, on a mis beaucoup trop longtemps. Je taperais bien sur un bon 2 heures, 2 heures et demie, alors qu'on n'est pas des joueurs lents. Je vais quand même vérifier avant de dire n'importe quoi. Alors, Bamboo, il est où? Ouais, 1 heure et demie. Bon, j'ai un peu exagéré. Mais on a un peu accéléré la fin aussi. 1 heure et demie où on a un jeu. Alors nous on a joué directement sur le plateau expert. En fait on va avoir des petits bambous de couleurs sur notre plateau. On va pouvoir choisir une couleur, prendre tous les bambous et faire l'action qui est associée à la couleur du bambou. Non, pas l'action qui est associée à la couleur, l'action qui est sur le bambou en lui-même. Les bambous, on va pouvoir les placer sur un plateau pour en récupérer d'autres et constamment avoir le même nombre, mais pas les mêmes couleurs. Et du coup, ça limite le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire simultanément. Les actions, elles sont pas très compliquées. En gros, on va essayer de venir prendre de la majorité sur les divinités. Bon, ça, c'est pas une action, c'est quand on pose nos bambous. Mais passons. On va avoir un petit plateau personnel qu'on va pouvoir remplir avec des petites tuiles objets qu'on va pouvoir aller acheter. Ça, c'est une action. On va pouvoir simplement gagner de la pièce parce que l'argent, c'est dur. Dans beaucoup de jeux, mais dans celui-là, c'était vraiment dur. On va pouvoir aller chercher un petit objectif à placer devant chez nous pour pouvoir marquer plus de points. Ou on peut le valider. C'est aussi une action de le valider. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des actions. Sachant que dans les cases qu'on a là, il y a différents objets qui ont différentes valeurs, etc. Et que à la fin de la partie, donc ça c'est notre maison, qu'on décore au fur et à mesure. Et il faut que notre maison soit décorée de la façon la plus stable, la plus équilibrée possible. C'est-à-dire qu'on a une petite ligne au milieu qui est neutre, et ensuite on a un côté droit, un côté gauche. Et en fait, sur ces deux côtés-là, eh bien, il faut faire attention parce que à la fin de la partie, il faut qu'on ait la même valeur des deux côtés. Sinon, on perd des points.
Donc là c'est le côté simple, il n'y a rien. Sur le côté compliqué on a aussi des contraintes de pose où en fait on va nous demander absolument de poser une sandale ici, de poser un vase là, etc. etc. Histoire de complexifier un petit peu le tout. Le problème du jeu c'est que... comment dire, le jeu est pas désagréable, mais 1 à 4 c'est vraiment long parce que on peut pas réfléchir aux actions qu'on va faire dans le sens où on sait pas vraiment tout ce qui sera dispo et surtout quand on pose nos bambous on pousse la pile de bambou qui est déjà présente et on prend le dernier qui est tout en haut. Donc tant que le joueur d'avant n'a pas joué, on ne sait pas vraiment lesquels sont à disposition et lesquels ne le sont pas. Ce qui nous force à réfléchir lorsque notre tour arrive. Et donc à 4, tu as 3 personnes qui réfléchissent le temps que tu rejoues et c'est un peu long. La deuxième chose qui m'a un peu déplu, c'est ce truc là. Ça c'est de la bouffe, enfin, c'est de la nourriture, donc on a du riz, du thé, blablabla, qui ont chacun une valeur différente. Et en fait, à la fin de chaque manche, il faut qu'on paye un de nourriture par objet qu'on a mis dans notre maison. Jusque là, le principe, pas de problème. Le gros souci, c'est que genre au premier tour, s'il n'y a que des 1 et un 3, et que toi t'es premier joueur et que tu viens prendre le 3, et les autres, ils vont se faire voir, quoi. Ils vont rien avoir de la manche, ils vont galérer comme pas possible. Et ne pas nourrir sa maison, c'est se prendre 3 points de victoire en moins dans la tronche. Bon, c'est pas très agréable, quoi. On a un système de majorité pareil. Quand t'es premier joueur, tu le contrôles pas trop parce que tu vas mettre tes trucs à un endroit et comme les autres peuvent revenir derrière et te les prendre, c'est un peu tendu. Et clairement, quelqu'un qui en a un ou deux au premier tour qui sont utiles et que d'autres n'ont pas, c'est un peu plus tendu quand même. On a pu constater ça. Après, le jeu est cool, le jeu fonctionne. Mais pareil, t'en as fait une partie, est-ce que après tu cours après pour le poncer? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que t'aies très envie de relancer une partie tout de suite et je suis pas sûr que t'aies très envie non plus d'aller plus loin que ça sur ce jeu. Je sais pas s'il a plus que ça à offrir. Autant Château Blanc, j'étais curieux de voir les autres objectifs et puis bon, suivant les dés qui sortent, avec les bonus qui sortent, tu fais quand même des choses un peu différentes. Celui-là, je suis pas convaincu. Je vois moins de choses à faire et j'ai moins envie d'en faire. Donc Bambou, c'est rare dans les pas mauvais, mais pas inoubliable. C'est plus proche du hockey games qu'autre chose en fait. C'est pas mauvais. À deux, je pense qu'on s'amuse un peu, mais ça va pas aller beaucoup plus loin. Et c'est triste. C'est triste, les autres, je les ai mis plus haut, je pense. Alors, Cathédrale Rouge, je l'ai pas poncé, c'est pas mon style de jeu, mais je le trouve très cool. Par contre, effectivement, Château Blanc, je l'ai trouvé vraiment bien. Et Bambou, c'est un peu moins, quoi. Il est noté à combien, Bambou, pour l'instant? Bambou, il est noté à 7,3. Et Château Blanc à 8. Il y a quasiment un point de différence quand même. Et un point de différence sur BGG, ça commence à parler. Hein. Et Cathédrale Rouge, 7,7. Toi, Bambou est quand même un peu en dessous. Hein. Bon, ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, mais ça a l'air moins bien, quoi. Bon, on va pas épiloguer sans s'étendre, mais il y a Buffy the Vampire Slayer. Bon, ça c'est pendant un week-end jeu, il y a quelqu'un qui a sorti ça en disant hey, j'ai un jeu Buffy. Jeu que je possède aussi, cela dit en passant. Donc c'est un jeu coop où il faut protéger Sunnydale de l'attaque des vampires. Et il y a une grosse partie de nostalgie quand tu joues à ce jeu, c'est pouvoir incarner un des personnages que tu avais adoré. Alors, le lapin n'est pas dans la boîte de jeu. D'ailleurs, le lapin c'est rigolo suivant les persos. Bref, à ton tour, t'as pas 50 choses à faire, t'as des points d'action, tu vas changer de ville, tu vas pouvoir tuer des vampires,
tu vas pouvoir appliquer ton effet spécial. En fait, tu as 4 actions par manche, et c'est tout le monde fait une action, puis tout le monde refait une action, etc. etc. Voilà, sachant que tu as des mini-boss, ça s'appelle le Monster of the Week, à tuer. Quand tu en as tué assez, tu as le gros boss final qui arrive. Tout ça en essayant d'empêcher les vampires de tuer les humains, ou de te taper toi, ou etc. etc. Là, ça se passe pas bien, par exemple. Et on a fait une manche, et on avait déjà quasiment perdu. Donc, on s'est regardé un petit peu. On s'est posé des questions sur les règles. Mais la personne qui nous a expliqué avait l'air relativement sûre. On a rechecké un peu après, ça avait l'air d'être ça. Bon, on a joué avec l'extension, ce qui était peut-être pas une bonne idée. Mais bon. On a passé quand même un bon moment parce que Buffy, quoi. Buffy, ça donne envie. C'est quand même la série fantastique. Enfin, moi, c'est une série que j'ai adoré. J'ai très envie de me regarder, mais qu'il faudrait que je trouve. Je ne sais pas où elle est. Mais voilà. Le côté, on incarne des persos qu'on a adorés. On est à ce d'elle, on reconnaît tout, machin, on se fait des petites blagues dessus, très cool. Mais le reste, bof, ça va pas des masses fonctionner. Il y a quand même une partie de moi qui a très envie d'y rejouer parce que c'est du Buffy. Et en vrai, c'était pas très dur, c'était pas très long, et voilà. Oh, t'es trop vieux. Bah justement, c'est le moment de t'y mettre. Bon, en vrai, peu importe ce que diront les fans de la première heure, la première saison a vraiment mal vieilli. La première saison, t'as vraiment des effets spéciaux mais c'est mignon, voilà. Buffy, je vais le mettre dans pas mauvais, mais pas inoubliable. Je peux pas le mettre dans non merci parce que si on me repropose demain d'y jouer, j'y joue en fait. Voilà. C'est dur de faire autrement. On va arriver à Can't Stop. Alors, Can't Stop, pareil, je ne l'ai pas découvert ce mois-ci. Hein. J'y ai joué il y a très longtemps. Je mets un petit 6. Oh, je vais passer à 7 quand même, c'est pas très gentil. J'y ai joué il y a très longtemps et j'avais bien aimé. C'est un petit jeu de stop ou encore, comme c'est indiqué. En fait, c'est même le jeu de stop ou encore par excellence. Hein. On y a rejoué sur BGA il n'y a pas très longtemps. C'était assez fun. On y a joué donc avec Alex et Onyx peut-être. J'ai un peu peur de me tromper, alors du coup j'ose pas trop. C'est de Sid Saxon qui a pas fait grand chose quand même comme jeu, mine de rien. Oh non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. Mais il a fait Can't Stop. Voilà. Donc le but du jeu. Ah bah si, il a fait 141 jeux, dis donc. Je dis des bêtises. C'est de valider 3 montagnes. Enfin, je dis 3 montagnes. Ça, c'est une vieille version du jeu. Moi, j'ai la version montagne. Genre un truc qui ressemble à ça. Est-ce qu'il n'y a pas une petite photo? Ah, voilà. Moi, j'ai le tapis dégueulasse qui ne tient pas en place. Mais bon. En gros, le but du jeu, bah, si on lance 4 dés, on les sépare en 2 tas, on fait la somme de chaque tas et on va pouvoir avancer ces gros plots noirs sur les 2 montagnes qu'on a obtenues. Et après, bah, on a le choix entre s'arrêter là ou relancer les dés. Si on s'arrête là, bon, on a un petit jeton à notre couleur à la place des plots noirs qu'on a utilisés pour dire que bah, la prochaine fois on repartira de là. Et si on continue, bah, faut espérer qu'au moins une somme de dés puisse donner un de nos résultats voulus. C'est-à-dire qu'on n'a que 3 pions noirs, donc là il y en a un sur le 5, un sur le 7, un sur le 9. Imaginons par le plus grand des hasards, je fais 4-6 d'un seul coup, bah, je peux faire que 12 et 12. Or, je n'ai pas avancé sur le 12, je ne peux plus mettre de pions noirs sur le 12, donc, eh ben, tant pis pour moi. C'est perdu. Et donc, j'enlève simplement les gros pions noirs et le prochain tour, je repartirai de là où j'étais avant. Il y a de la prise de risque, c'est plutôt fun, c'est rigolo, c'est vraiment pas très prise de tête. Le gros avantage sur BGA, c'est que ça fait les calculs à votre place, donc ceux qui sont pas très à l'aise avec le calcul mental, c'est idéal.
Et voilà, c'est cool. Can't Stop, c'est un bon jeu. Voilà. C'est le stop ou encore, en fait, de base. De base. C'est vraiment le stop ou encore, pour moi, basique. Si tu ne connais pas cette mécanique, c'est celui-là qu'il faut essayer. Ensuite, on attaque un nouveau jeu qui est étrangement un nouveau jeu. Dans le sens où c'est un Clank. T'as pas joué à Can't Stop, Mr. Nail? Non, quand même. Hein. Oh, bah c'est la base pourtant. C'est la base. Mais on se fera une partie sur BGA. Comme je te dis, hein, ça prend vraiment 5 minutes, c'est pas incroyable. Donc nouveau jeu qui est assez incroyable puisque c'est Clank in Space, alors que Clank doit faire partie de mon top 5 ou 10 des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Bon, c'est de Paul Dennen qui a dû faire les autres Clank. Oh, il a fait Dune Imperium aussi, je ne savais pas. Donc l'auteur de Dune et l'auteur de Clank. Il aime les deck building un peu chaotiques, quoi, le monsieur. Ouais, il y a quand même moins de chaos dans Dune que dans Clank, mais... Ben, je dis ça, mais il a fait vraiment que ça, quasiment. Ok. Revenons sur Clank in Space, please. Donc, Clank in Space. Tac. Oh, je l'avais là. C'est un jeu de deck building comme Clank. Tu préfères Dune à Clank? Ouais, moi Dune, je suis pas fan de l'univers et je suis pas fan des combats en fait. Non, déjà de la façon dont sont faits les combats dans Dune et de manière générale des combats dans un jeu. Donc les deux ensemble font que Dune ça m'attire pas trop. Clank, ça a l'avantage d'être un petit jeu de deck building qui dure 1 heure, qui te permet de faire un peu de crasse, qui te permet, enfin c'est très aléatoire. Oui, c'est plutôt chaotique quand même comme deck building, faut pas exagérer. Mais en même temps, t'as l'impression de faire des trucs, t'as été chercher tes trésors, t'as tué des monstres, voilà. Clank in Space, du coup, c'est un poil plus complexe dans le sens où le terrain est assez illisible, on va pas se mentir. J'ai trouvé ça pas très pratique. Mais il y a des petites choses qui vont se passer en plus, en fait. Il y a deux petites choses, je trouve, en plus. Le premier, c'est que avant d'aller chercher un artefact, bah, les artefacts, ils sont cachés derrière une porte qui ne s'ouvre que si tu as été déjà dans 2 zones pour poser un petit élément à toi. Donc tu es obligé de te taper un grand trajet avant de pouvoir aller chercher un artefact. Ça évite ce qu'il y avait dans Clank, qui était une stratégie qui est plus ou moins viable, mais je rentre, je fonce je fonce sur le premier item possible et ensuite et ben je ressors immédiatement pour plomber les autres. Là c'est plus possible. La deuxième chose, j'avais dit 2 mais en fait j'en vois au moins une troisième. La deuxième chose, c'est les petits cubes rouges. Alors, hop. Les petits cubes rouges en fait qui vont arriver quand le dragon entre guillemets sera énervé, qui si on les pioche vont faire perdre 1 point de vie à tout le monde. Et ça c'est cool. Enfin c'est cool. Non, t'espères que ça tombe pas. Ou alors t'espères que ça tombe si t'as envie de plomber les autres. Mais c'est rigolo quand même. Et tac. Il y a la sortie également. Où il y a plusieurs sorties différentes. Et en fait... si on prend une sortie avant quelqu'un d'autre, il peut plus la prendre. Et du coup il doit encore se déplacer un peu plus pour dégager. Et ça c'est cool aussi. Ah si, et il y a les factions sur les cartes. Il y a des cartes avec factions, par exemple là le Dr. Whisker il est de faction verte. Et en fait il y a certaines cartes qui ne s'activent que quand on a tiré une autre carte d'une faction. Par exemple l'Android Assistant, là il a un petit passage en vert. Donc ça, le You may teleport to an adjacent space ne s'applique que si on a pioché un vert en même temps. Voilà.
Donc on peut essayer de se spécialiser pour faire des gros combos. Il y a des cartes qui permettent aussi de dire ouais, ça c'est n'importe quelle faction. C'est rigolo. C'est un peu plus long, un peu plus tactique. Est-ce que si on a l'un, on est obligé d'avoir l'autre? Non. Mais c'est du Clank, donc ça sera à quand la prochaine? Parce que j'aime beaucoup Clank, et voilà. Mais oui, mais je parle anglais couramment, moi. J'ai aussi donné les noms allemands tout à l'heure des cartes, et enfin des jeux du Spiel. Je suis multilingue. On va passer dans un autre univers. Qui s'appelle Cupcake Empire. J'ai l'impression qu'il y a un gros décalage quand même entre ce que je dis et ce que je vois apparaître. Mais peut-être pas, hein. Peut-être pas. Donc Cupcake Empire, c'est typiquement un jeu que j'ai vu sur un certain site d'achat en ligne de jeux de société Orange, qui était en grosse promo, qui était en anglais. D'ailleurs, il l'est en anglais. Et où je me suis dit, bon, ça parle de cupcake, pourquoi pas. Ou alors c'était pendant les soldes, c'est possible aussi. Donc c'est de Hal le Duc et Yves Tourini. Voilà, bah, ils ont fait Cupcake Empire, quoi. Blueprint aussi, qui est un peu connu. Bon, ça soit il y en a d'autres que... Ah, Expedition Northwest Passage aussi, que je connais. C'est pas parce que je connais que c'est connu, hein, soit dit, mais... Ok. Donc Cupcake Empire, c'est un petit jeu de gestion de restaurant à l'aide de dés. Coucou Filou. Ça fait plaisir de te voir, Filou. En même temps, ça fait plaisir de voir du monde. Ça fait longtemps que je n'étais pas revenu. Faut dire que il y a eu des grosses semaines, quoi. Hein. Là, c'est un peu plus... L'été approche. Il n'y a pas la chaleur, mais... L'été approche et les vacances surtout. Et les vacances, c'est important. Donc, ça va être un petit jeu de gestion où on va préparer des cupcakes. Donc, on va avoir plein de bases et de toppings à mettre dessus. Et en fait, ce qui va se passer à notre tour, c'est qu'on va choisir une ligne de dés parmi celles qu'on a devant nous. Et on va pouvoir effectuer des actions. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus on a de dés, plus on va aller pouvoir chercher les actions qui sont en bas. Et les actions qui sont en bas, bah, elles sont meilleures. Parce que là, par exemple, si je prends l'action jaune, j'ai accès uniquement à l'action de prendre un topping unicolore. Or, si je peux avoir l'action bicolore, bah, ça me permet par exemple de faire un petit cupcake chocolat, fraise, citron en topping. Ce qui a l'air bof comme ça, et ce qu'il est probablement. Mais oui, il donne faim par contre. C'est cupcake. Il y en a qui sont pas terribles quand même, je pense, de mélange. Il y en a qui me donnent pas très envie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si le dé est de la bonne couleur, ça permet d'atteindre directement le palier supérieur. Et si j'ai assez de dés, bah, je l'atteins naturellement. Par exemple, là en violet, j'ai assez de dés pour atteindre le palier numéro 1, mais comme il y a un dé violet, bah, ça me permet d'atteindre l'action numéro 2. Et à quoi bon faire ces cupcakes? Eh bien c'est simple, après il va falloir les distribuer à ces petits bonhommes. Et les petits bonhommes qui sont là, eh bien ils sont spéciaux. Ils sont tous de couleurs différentes parce qu'en fait, leur pantalon correspond à la base de cupcake dont ils ont envie, et leur top correspond au topping qu'ils veulent. Par exemple, le petit bonhomme qui est juste là, dans la troisième colonne, donc au milieu en bas, il a un pantalon marron, donc il veut une base au chocolat, et il a un topping, il a un t-shirt jaune, donc il veut un topping au citron. Et pour pouvoir le servir, eh ben, il faut que je fabrique ce cupcake dans mon restaurant. Donc il faut déjà que j'ai créé avant la recette base chocolat et topping citron. Bon, plus on va aller les chercher loin, plus ça va faire des points. Il y a des... il y a une course au point sur le côté ici, il y a des objectifs, donc il faut être le premier à réaliser. Et c'est littéralement une course au point puisque le plateau de jeu fait 70 points et dès que quelqu'un franchit la barre des 70 points, bon, on met fin au jeu. Sachant quand même que pour accélérer un petit peu le truc, sur notre barre, alors sur notre plateau ça se voit pas trop ici, mais il y a deux barres, il y a une barre bleue et une barre rouge.
qui s'augmente en livrant des cupcakes et en créant des cupcakes. Et en fait, à la fin de chacun de nos tours, on marque en points de victoire la plus basse des deux. Donc on va quand même tous les tours marquer quelques points. Donc au début, on va marquer 1 ou 2, puis au bout d'un moment, on va monter à du 10-12 points de victoire. Bon, bah, comme la fin arrive à 70 points, on y arrive quand même relativement tôt. C'est un petit jeu qui dure 1 heure. C'est pas très dur à prendre en main. Honnêtement, j'en attendais pas grand chose et je l'ai trouvé plutôt cool. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Je dis pas que c'est le meilleur jeu du monde, mais franchement, en petit jeu découverte un peu plus, il était plutôt cool. Et en plus, on fait des cupcakes, on parle cupcakes. Voilà, c'est mignon. C'est mignon. Le matos, c'est cool. L'histoire des dés pour faire les actions, j'ai trouvé ça chouette aussi. Sachant que quand on fait une action, en fait, les dés qui nous ont servi, on les prend, on les relance. Donc, ils vont atterrir ailleurs. Il y a des dés qui partent en vacances aussi, faut savoir. Donc, eux aussi en ont besoin. Moi, je vais le mettre dans bon jeu. En fait, je pense qu'il n'est pas inoubliable. Je pense que si vous n'y jouez jamais de votre vie, ça va. Vous n'allez pas mourir. Mais moi, j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Donc ça, c'était Cupcake Empire. On va arriver au jeu spécial Lapinesco, qui n'est probablement pas là d'ailleurs, mais c'est bien dommage. Pour une fois, on lui rend hommage, puisqu'on va parler de Friedman Freeze. Je suis sûr que je l'ai manie. Non, ça va. On va parler de Fayum, qui est sorti en 2020. Mais qui donne l'impression d'être sorti en 1978. Tellement c'est pas très Jojo. Fayum, c'est un petit jeu qui reprend la mécanique de Concordia, c'est-à-dire qu'on a tous la même main de carte au début. On va poser une carte, faire l'action de la carte et on ne la récupère pas. Pour ça, on a une carte qui va nous permettre de le faire. Pour le reste du jeu, en fait, on va se développer sur un terrain de jeu où on va pouvoir poser des petits meeples, récupérer des ressources, donc on a du blé, du vin, de la pierre, etc., etc. On va pouvoir tuer des crocodiles parce que c'est important. Ouais, bah c'est proto, enfin c'est dégueulasse, hein, faut être honnête, il y a un moment donné où c'est un jeu de freeze, je veux dire, ces jeux sont pas réputés pour être beaux. On va aussi pouvoir construire des villes, des petites routes pour essayer de relier certaines villes justement parce que ça fait des points de victoire, etc. etc. Les deux petits twists, il y en a un, j'ai toujours un doute, mais j'espère que c'est vraiment ça parce que sinon ça veut dire que j'ai mal joué, je suis un peu triste. J'ai pas joué à l'extension non plus, mais j'ai joué une fois au jeu de base, donc j'ai pas envie de rajouter l'extension tout de suite. Les deux petits twists qui sont cool, donc je disais, le premier c'est que contrairement à Concordia, la carte qui nous fait récupérer nos cartes, elle ne nous fait pas récupérer toutes nos cartes, elle va nous en faire récupérer que 3 je crois, et si on en veut plus, il faut payer. Et l'argent dans le jeu, c'est comme dans tous les jeux, hein, l'argent on en a besoin. Après, est-ce qu'on a envie de garder des cartes qui nous servent à rien? Non. En fait, il y a un moment donné où on est content de ne pas toutes les récupérer. Parce que quand on joue la carte qui nous permet d'en récupérer, on gagne, si je ne me trompe pas, 5 thunes moins 1 par carte qu'on a en main. Donc on a envie d'utiliser quand on n'a plus rien. Mais du coup, pour plus avoir rien en main, il ne faut pas en avoir 150 000 parce que sinon ça nous force à faire des actions qui ne sont plus terribles. Ensuite, ce qui est cool aussi, c'est que le marché tourne, mais il n'y a pas un système d'âge, en fait, il y a tout le paquet d'un coup. Seulement sur les cartes, il y a un numéro. Et en fait, quand on achète une carte et qu'on remet une autre carte en jeu, elle apparaît non pas à la fin, mais là où elle doit être. C'est-à-dire que les cartes sont en genre croissantes dans le marché. Et du coup, une carte qui arrive, elle peut directement être viable à l'achat, comme elle ne pourra pas l'être avant X tours. Ce qui fait aussi que dès le premier tour, il peut y avoir des grosses cartes qui sont super fortes, qui valent pas tant que ça. Le prix des cartes a indiqué en fait à côté, on a les 4 premières qu'on peut acheter, les autres non, on peut juste voir qu'elles sont là, qu'elles existent, les 15 jours elles arriveront.
Et voilà. Et quand on achète une carte, ben, on l'a directement en main et on va pouvoir faire l'action juste après. On y a joué à 5, ce qui est le nombre maximum, je crois. Voilà. Bon, c'est recommandé 3-4. En vrai, à 5, j'ai trouvé que c'était plutôt viable. Pour un jeu expert, entre guillemets, même si c'est quand même relativement simple, et bien 5, ça se fait bien, en fait, Fayum. Ça passait bien. On n'a pas vu le temps passer, il n'y a pas spécialement de temps mort. On se marche dessus, on se prend des places, etc., etc. On achète les cartes qui servent aux autres. Il se passe des choses, en fait. Il se passe des choses, et en même temps, un tour de jeu, c'est je pose une carte, je fais une action. Donc, c'est pas non plus... on n'est pas là pendant 3 ans à se demander ce qui va se passer, quoi. Et voilà, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et du coup, ben, j'ai très envie d'en refaire une. Bon, déjà parce que je suis un grand fan de Concordia. Je vois que c'est pas exactement la même chose. Je pense qu'il l'a pas autant sous le capot qu'à Concordia. Mais il m'intrigue quand même. J'ai quand même envie d'y retourner et envie de faire quelque chose, quoi. Donc pour ça, je vais le mettre dans À quand la prochaine. Ça aurait pu être un coup de cœur. C'en est pas loin. Mais je suis obligé de le comparer à Concordia. Je suis obligé de le mettre un cran en dessous, en fait. Pour l'instant. Mais j'en ai une partie. Mais je suis pas sûr qu'il ait plus que ça à offrir. Après, si j'en fais 5-6 et que ça me plaît, j'ai tout gagné, hein. Voilà. Donc Fayum a joué. Bon, on va passer sur un jeu sur lequel on va pas rester très longtemps, hein. Fan 2, pareil, c'était pas une découverte. C'est plutôt une redécouverte. Non, c'est le jeu de la honte qu'on me demande tout le temps d'emmener à un certain week-end jeu pour qu'on puisse rigoler ensemble. Le jeu est horriblement long. Je pense que c'est un des jeux les plus longs que j'ai fait le week-end. C'est une bonne heure et demie, hein, voire plus. C'est pas intéressant. Les questions sont débiles. C'est fait pour les petites filles de 6 ans. Enfin, c'est fait pour les petites filles de 6 ans avec des questions qui nécessitent d'être adultes. Enfin, non mais voilà, c'est complètement à oublier. C'est vraiment pas bien. Mais on a rigolé dessus pendant 1 heure. On a rigolé dessus la première demi-heure et après on n'en pouvait un peu plus. On a laissé la personne gagner parce qu'on en avait marre. Faut être honnête aussi. C'était vite relou. Voilà. Donc Fan 2, c'est pas bien. Faut pas y jouer. Mais bon. Finding Atlantis. Bon, moins bon accent, mais en même temps, je savais pas ce que j'étais en train de dire. Un jeu de déduction, parce que ça manquait un petit peu en ce moment les jeux de déduction, de Andreas Wild, qui a fait Soviet Kitchen. Yumi Yumi Monster, qui est trop cool aussi. Bon, c'est le même mécanisme que Soviet Kitchen, c'est juste que c'est plus enfantin. Et Finding Atlantis, ça fait déjà 3 jeux avec application, hein. Le monsieur, il se spécialise un petit peu, on va dire. Finding Atlantis, donc c'est un jeu de... Je vais y arriver, sans mourir, promis. C'est un jeu de déduction où le but, c'est de trouver l'Atlantis. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une grosse grille comme ça, et que toutes les cases de l'Atlantis sont censées être adjacentes. Donc il y en a 4, je crois. Et quand je dis adjacente, ça peut être en diagonale. Que sur notre grille, il y a des cases vides, il y a des cases avec des monts, et il y a des cases où il y a des petits trésors qu'on va pouvoir... Fireabund, alors... Et bah du coup, je fais aussi une parenthèse. Non, j'y ai pas joué, mais je connais quelqu'un qui a possibilité de m'y faire jouer facilement. Mais j'ai fait pas mal de frises, mais pas celui-là. On avait fait une tier list avec Lapinesco sur des frises, mais je crois que je suis tombé sur quasiment tous ceux qui connaissaient pas. Mais on a parlé de celui-là, c'est sûr. Donc Finding Atlantis, jeu de déduction, on doit trouver Atlantis. Pour ça, à son tour, en fait, on va jouer une de ces cartes
qui a des pouvoirs particuliers, sachant qu'on en a une différente chaque joueur, parce que c'est notre carte de personnage et qu'elle a un petit pouvoir en plus. On va pouvoir se déplacer, on va pouvoir scanner la zone, on va pouvoir aller fouiller en dessous pour savoir ce qu'il y a. Parfois il y a des trésors, quand on gagne un trésor, bah, c'est une carte en fait qui a un pouvoir qui est plutôt fort. Ça joue sur une application. On ne sait pas où sont les autres joueurs. Par contre, on voit quasiment toutes les informations qu'ils nous donnent. Par exemple, là, le joueur rouge a fouillé autour de lui. Enfin, il a zoné. On voit qu'il a ces cases-là. Donc, en plus, c'est orienté. Donc, on sait précisément comment c'est. On sait qu'il y a ces quatre cases-là autour de lui qui peuvent contenir quelque chose d'intéressant. Et ces quatre-là qui ne servent à rien. Et en fait, le but, ça va être d'essayer de déduire où sont les autres, pour essayer d'aller choper ce à quoi ils sont, enfin là où ils sont, pour trouver les cases d'Atlantis avant les autres, blablabla, blablabla. Bon, ça reprend un jeu de déduction comme Planet X ou l'espèce disparue, faut retrouver ce qu'il y a sur la map, quoi. On a fait qu'une partie, on y a joué à 2, et je dois avouer que, bon, déjà il y a des cartes qui sont plus intéressantes à plus, parce qu'il y a des cartes qui permettent d'aller taper un peu les autres, et du coup ça n'a pas trop d'intérêt quand on joue à 2. Genre on peut poser des mines sous l'eau, et comme ça si les autres ils vont, ils prennent ça dans la tronche, et c'est rigolo. Mais bon, avec tout ce qui est sorti dernièrement, pour ne pas citer Johan Levet, je vais quand même le citer. En vrai, Temple Code, ça me semble mieux. Chronologique, ça me semble beaucoup mieux. Turing Machine, si vous jouez seul, c'est mieux. Enfin, il y a tellement de jeux de déduction qui sont sortis dernièrement que celui-là, j'arrive pas à le mettre au-dessus d'un autre ou au-dessus d'autres, de beaucoup d'autres. Donc, ouais, c'est mignon, mais le petit twist de tu joues ta carte, en fait, c'est comme Fayum. Du coup, la transition était pas mal. Tu joues tes cartes et en fait, tu peux les récupérer que quand on joue une. Et quand tu joues celle qui te redonne tes cartes, ça montre ta position à tous les autres joueurs. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas pris un plaisir plus intense que ça. Je vais le mettre dans non merci en vrai. En fait, tous les jeux de Johan sont cool, oui. Et en même temps, je les trouve tous très solitaires. Alors, en plus, je vais pas dire oui. Ça sera un peu mentir. Je trouve que son archéologique est pas terrible, mais ça c'est mon avis, parce que c'est le mélange pièces de Tetris, donc polyomino, voilà, et déduction que j'ai pas trouvé très réussi, dans le sens où bisous Philou, dans le sens où on a joué à 2 et je trouvais ça enfin moi ça m'a gêné parce que je cherchais en fait je cherchais par rapport aux infos que j'avais les dispositions possibles et bah, j'ai empêché l'autre de jouer juste pour ça, et en même temps j'en avais besoin parce que la déduction sur Turing ou sur chronologique ou sur d'autres trucs, tu peux la faire plus ou moins en même temps que les autres parlent ou font autre chose. Là, comme il y a de la manipulation, t'as toujours peur d'oublier quelque chose. Je trouve que j'ai moins ça quand c'est un truc qui est plus carré. Donc archéologique, j'ai trouvé ça un poil en dessous. Je pense qu'en solo c'est très bien, mais qu'à plus non. Et la plupart des jeux du One Level, je les trouve très bien en solo et pas mieux à plus. Sauf et ben du coup Temple Code, même si voilà, ça n'a pas été mon jeu coup de cœur. Mais chronologique par contre j'ai adoré. Chronologique j'ai hâte de faire les autres scénars, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Donc faut que j'avance. Mirms, oui enfin je parlais vraiment de ces jeux de déduction, oui il a fait d'autres jeux qui ne se jouent pas tout seul, mais ces jeux de déduction, c'est pareil, Turing Machine je trouve ça très très bien, mais tout seul quoi. Et tout seul là comme ça m'intéresse pas. J'en ai fait une partie sur BGH, je te l'ai dit l'autre coup, mais voilà. On va partir sur un jeu qui n'est pas tout seul, mais qui est coopératif et à deux, qui est donc Jekyll and Hyde versus Scotland Yard.
Donc ça, c'est un petit jeu de pli coopératif sur 11 missions, 12 missions, je crois, je ne sais plus. On va incarner Jekyll et Mr. Hyde. En fait, on s'en fout. On est deux personnes ensemble, quoi. Et notre but, bah, c'est de nous enfuir avant que la police nous attrape. Bon, il y a une petite trame d'histoire. L'avantage, c'est que les premières histoires, justement, mettent moins de règles et nous permettent de nous habituer un petit peu avec le jeu. Pour que quand on ait toutes les règles, on arrive à peu près à s'en sortir. Nous, on a fait les 6 premiers scénars, je crois, sans perdre. On a arrêté là, mais on était à 2 doigts de perdre sur la dernière. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a cette piste-là, avec notre petit pion qui est là. Potentiellement le plomb de Scotland Yard, mais ça arrive plus tard. Et en fait, notre objectif, c'est qu'en 2 manches, on arrive sur la dernière case, ni plus, ni moins. Donc, il faut se démerder pour arriver là. Comment est-ce qu'on avance? Mais non, je ne comprends... Alors, je peux comprendre qu'on ait des problèmes avec les règles, hein, c'est pas le souci. Mais vraiment, j'ai lu la règle une fois, j'y ai pas joué le soir même, j'y ai joué une semaine plus tard en relisant les règles en diagonale, et je n'ai eu aucun problème avec. Donc, ben, je suis très triste de voir qu'il y a eu des problèmes sur les règles, mais moi vraiment pas. Je suis curieux de savoir, enfin on en avait parlé vite fait, mais je suis curieux de savoir où ça, en fait, simplement. Mais bon. Tout le monde n'a pas la même perception de toutes les règles, il y a des règles qui semblent plus logiques. Non, en vrai, il y a un endroit où il y a un mot qui me posait problème, on s'est dit bah ça doit être ça, donc on est parti du principe que c'était ça, mais j'ai pas retrouvé l'explication dans les règles. Oui, bah, il y avait, pour ne citer qu'elle, il y a Paul Gara qui avait dit qu'elle avait eu du mal avec les règles, et bah, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude de jouer, donc c'est pas quelqu'un qui découvre le monde du jeu, donc c'était un peu bizarre, bah c'est comme ça, hein, ça arrive. Donc j'ai disais justement les règles. On va avoir 12 cartes au début de manche. Les cartes sont de 3 couleurs, donc il y a rouge, bleu, noir. Et il y a les petites potions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... chaque joueur va s'en séparer de 2. De 4. Je sais pas pourquoi j'ai 2. Parce qu'il y a 2 joueurs. Donc les 2 joueurs vont se séparer de 4 cartes qui vont former en fait le paquet de la ville. 12 moins 4, 8. Donc j'ai 8 cartes. Mon coéquipier a 8 cartes. Et la ville, donc le double paquet de 4 cartes, a 8 cartes aussi. On va donc faire 8 plis. En commençant forcément par la ville. À la ville, on est obligé de donner les 8. Les 8, c'est les meilleures cartes de chaque couleur, donc on a quand même envie que la ville fasse des plis. Ce qui va se passer, c'est que la ville va commencer. Donc, probablement une couleur. Allez, imaginons c'est une couleur. Si la ville commence par jouer bleu, ben en fait, on va mettre un petit jeton bleu sur une petite piste à côté pour dire la couleur bleue, c'est nul. C'est la plus nulle qu'il y a dans le jeu. Ce qui fait que moi, à mon tour, bah, c'est jouer bleu, donc je dois jouer bleu, hein, c'est un jeu de plis. Mais si je n'en ai pas, je vais mettre une autre couleur. Et en fait, la couleur qu'on jouera en deuxième, c'est la couleur qui sera deuxième sur l'échelle de la pourritude des cartes. Ce qui fait que forcément, la troisième, bah, ça sera la meilleure couleur. Ce qui fait que si c'est joué bleu, mais que je joue rouge, bah, même si je joue un 1 et que l'autre a joué un 7, ma couleur est mieux, c'est moi qui l'emporte. Et en fait, on va jouer les 8 plis comme ça. Ce qui va se passer après, c'est qu'on va avancer notre petit pion d'un nombre de cases équivalent au nombre de plis de la personne qui en a fait le moins parmi les 2 joueurs. Et donc, ça sert à rien de prendre tous les plis, parce qu'on a envie que l'autre en prenne aussi. En fait, notre but ultime, c'est d'équilibrer. Sauf que, bah, je vous rappelle que sur la première manche, je crois qu'on doit avancer genre de 6 cases en 2 manches. Donc, faut pas non plus qu'on équilibre tant que ça. Il y a un moment donné où il faut qu'il y en ait un qui fasse quand même plus de plis que l'autre. Et voilà. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Et en fait, vont suivre des petites règles en plus. Par exemple, les potions. Si je mets une potion après ou avant une couleur, eh ben, je vais pouvoir appliquer le pouvoir de la couleur qui correspond. Donc, je vais pouvoir intervertir, par exemple, l'ordre des couleurs pour dire que le bleu, finalement, c'était vraiment cool. C'est une carte très forte. Je vais pouvoir récupérer le dernier pli de la ville. Et en fait, c'est pas je vais pouvoir, c'est je vais devoir. Donc, des fois, ça va pas m'arranger. Ou je vais pouvoir regarder la première carte de la ville.
et puis potentiellement la garder et mettre autre chose à la place. Sachant que j'ai pas le droit de parler avec mon coéquipier, donc même si je sais la carte qui arrive, bah, je peux pas lui dire attention ça va être ça, donc ne joue pas ça. Quand les parties vont avancer un petit peu, on va rajouter Scotland Yard, c'est-à-dire que sur certaines cartes il y a des petits chapeaux de police, et quand on va en récupérer, et ben le petit bonhomme à la fin de manche il va avancer, et le but c'est pas qu'il nous rattrape. Et on aura donc quelques petits objectifs supplémentaires pour gagner des points et pour vraiment valider les niveaux. Nous, comme j'ai dit, on a dû en faire 6 ou 7 sur... Enfin, il me semble qu'on a fait 6 sur les 12 qui existent. Et bah, moi, j'ai trouvé ça vraiment agréable, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a vraiment une tactique qui se met en place de est-ce que celui-là, je vais le faire? Est-ce que mon collègue a gardé ça? Est-ce que je peux me permettre de jouer ça? Qu'est-ce que je donne à la ville? Qu'est-ce que je veux comme carte qui m'arrive dans la tronche après? Est-ce que je me fais une coupe? Ouais, mais si la couleur dans laquelle je me fais une coupe, ça devient la carte la plus forte, comment je fais quoi? Et voilà, il y a plein de petites subtilités comme ça qui, moi, m'ont donné envie de continuer et de faire la campagne en entier. Voilà. J'avais moyennement aimé le premier jeu qui n'était pas coop. Alors, je suis un des seuls, hein, j'ai bien entendu les retours très positifs dessus. Moi, je l'avais pas trouvé mauvais, mais j'étais pas non plus hyper emballé. Celui-là, par contre, je suis à fond dessus. Voilà, celui-là, allez, je le mets dans le coin la prochaine. Moi, j'ai très envie de finir la campagne. Je la finirai un jour, c'est sûr. Maintenant, quand? Faudrait que je trouve le temps pour ça. Et le temps, c'est de l'argent. Mais c'est aucun rapport. Bah, il est très cool. Il est très cool. Et pas si dur. Kingdom Builder. Buildé, comme dirait ma grand-mère. 6-9. Un jeu de Donald X Vaccarino. Oula. Ah, c'est l'auteur de Dominion. Et de Kingdom Builder. Builder. Ouais. Quelques petits soucis quand même de prononciation. Hein. C'est un petit jeu très simple où en fait à chaque tour on va devoir poser des petites maisons sur un terrain commun. On va devoir les mettre adjacentes aux maisons qu'on a déjà posées, sachant que on va nous imposer un petit peu le terrain sur lequel on va jouer. Donc ça c'est avec des cartes. On va en piocher une et devoir jouer dessus, ou alors on va en avoir deux et choisir parmi les deux sur laquelle on veut aller. Le but étant de faire plus de points de victoire. Pour ça on a des objectifs qui sont quelque part, et quand je vais poser des petites maisons autour des châteaux, on va aussi pouvoir marquer des points de victoire. Le petit truc intéressant aussi, c'est qu'il y a des zones un peu spéciales sur lesquelles on va pouvoir récupérer des bonus qui nous permettront de poser plus de maisons plus vite. Et ça, on aime bien parce que si on finit avant les autres et qu'ils ont posé moins de maisons, il y a des chances qu'ils fassent moins de points. Et nous, on est là pour faire des points et gagner la partie. C'est hyper simple, c'est plutôt rapide, c'est sympatoche quoi. On sent que ça date de 2011, un jeu qui sortirait comme ça là maintenant, je suis pas sûr que ça marcherait plus que ça, mais ça a mis un peu les bases sur des jeux qui sortent maintenant et que j'aime beaucoup. Par exemple, je trouve qu'on ressent un petit peu ça dans la guilde des expéditions marchandes. Nommé au Spiel quand même. Enfin, ça reprend un peu le principe d'aller me poser sur une map comme ça avec mes petites maisons. J'aurais tendance à dire que Loot ça ressemble un peu à ça. Alors je sais que c'est pas l'inspiration première, mais un petit peu quand même. Voilà, il y a quand même des idées pas débiles. Hop, je vais allumer quand même la lumière. J'ai l'impression qu'il fait nuit d'un coup. C'est joli, mais je me suis fait totalement juger par mon chat. Hein. Mon chat qui m'a regardé allumer la lumière m'a dit oh, t'es sûr là? T'es vraiment sûr? Hop, avantage c'est qu'il fait nuit derrière, on verra pas le bordel.
Donc voilà, j'y avais déjà joué avant, j'y avais joué en vrai, là j'y ai joué sur BGA avec Alex, c'était cool, c'est pas le jeu qui me fait plus très sauter que ça, donc je le mets dans les bons jeux, c'est sympatoche, c'est rigolo, voilà. Ensuite, on a À l'ombre du Kraken. Oh, bon, on va prendre la version anglaise de Feed the Kraken. Voilà. Qui est un jeu à rôle caché, assez apparenté à Secret Hitler. On va pas se mentir que ça y ressemble beaucoup. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont participé à ça. Michael Cheney, Dr. Hans Joachim Ho et Tobias Imi. Donc c'est un jeu à rôle caché. On va chacun incarner soit les bleus, soit les rouges, qui sont donc les pirates ou les corsaires. Enfin, je sais plus. Il y a les gentils et les méchants, quoi. On va avoir donc un bateau comme ceci. Alors ça, c'est le... Ouais, c'est édition de luxe, hein. Nous on n'a pas ça. On va avoir un petit bateau comme ceci, qui va partir d'un point. Le but, c'est de l'emmener dans un des ports en face. Pas de soucis, Mister Nell, à bientôt. Repousse-toi bien. Voilà, on va commencer en bas et on va devoir le faire avancer jusqu'au bout. Soit à gauche pour faire gagner les pirates, soit à droite pour faire gagner les navigateurs, soit tout droit pour faire gagner Cthulhu. Parce que oui, il y a une personne du culte de Cthulhu qui est là. Et donc cette personne va convertir au fur et à mesure de la partie d'autres joueurs. Comme je disais, ça s'apparente pas mal à du Secret Hitler, parce qu'en fait le chef, enfin celui qui est capitaine, va recruter 2 personnes, et ces 2 personnes vont... alors, il y en a une des 2 qui, comme celui qui a pu choisir les rôles, va avoir 2 cartes et en choisir une à donner au capitaine, à un des 2 rôles. Et il y a le navigateur, je crois, ou le chef navigateur, je ne sais plus le nom des rôles, qui lui va recevoir donc 2 cartes, une du capitaine et une de l'autre qui a été nommée, va regarder les 2, va choisir celle qu'on joue, et donc sur chaque carte c'est une couleur qui nous dira où avancer, et un petit pouvoir qui va s'appliquer. Voilà. Bon bah c'est un jeu à rôle caché qu'il faut jouer à nombreux, quoi. Je veux dire, nous on a joué à 10 ou 11, ça marchait nickel. Il faut ça, je pense. Et hop. Ça ressemblera pas autant à Secret Hitler que ça serait mieux, mais en contrepartie, ça permet de jouer à un jeu dont le thème est pas terrible pour jouer n'importe où, et qui actuellement, bah, c'est peut-être mieux si on n'a pas ce thème là. Oh, pardon. Donc voilà, c'est un très bon jeu à rôle caché, c'est très chouette, le thème est cool. On a chacun un petit pouvoir aussi qu'on peut utiliser à un moment dans la partie. Il y a un système en fait pour changer la personne qui décide qui part pas. On fait une petite rébellion. Et donc il y a un système de jetons pirates qui vont nous permettre de oui ou non mener à bien cette rébellion. Et voilà. Donc c'est cool. C'est pas incroyable, mais c'est cool. Je vais le mettre dans bon jeu. En fait, je le mettrais... Le fait que ça copie Secret Hitler, ça me gêne, donc ça me donne envie de le mettre plus bas. Mais en même temps, moi j'ai passé un bon moment, j'ai passé une bonne partie, j'ai trouvé ça cool. Voilà. On va passer au temps des moissons. On va essayer d'accélérer un peu, parce que mine de rien. Le temps des moissons de Vangelis Bagiartiakis, qui a fait Among the Stars. Oh, c'est un jeu que j'avais pas aimé, ça. Non, c'était cool, ça. Dice City Kitchen Rush. Oh, mais il en a fait pas mal, dis donc, Coquinou. Oh oui, d'accord, non, mais il y a beaucoup de cartes spéciales. Ok, bon, il y a quand même beaucoup de cartes spéciales. Bref. Donc c'est un petit jeu de construction de tableau.
où en fait, à chaque début de manche, on va choisir un certain nombre de cartes parmi 4 paquets, qui sont les champs, qui vont nous permettre d'avoir des ressources. On va avoir des animaux qui vont nous permettre de faire des points de victoire, parce que c'est cool, et de la thune. On a tout ce qui va être habitation, qui va nous permettre d'avoir des petits pouvoirs bien sympathiques. Et on a ce qui va nous permettre de faire des points de victoire bruts en fin de partie. Pour ça, on va pouvoir choisir dans ces paquets, sachant qu'on va en prendre 6 par personne, je crois. On est obligé de prendre dans au moins 3 paquets différents, mais on peut faire 4-1-1, hein, c'est autorisé. On mélangera toutes les cartes choisies par les joueurs, puis on va former une rivière. Chacun son tour, on va aller prendre une carte de la rivière, la poser dans notre petit jardin. Appliquer les effets s'il y en a de pause, et voilà. Ensuite, à la fin, une fois qu'on aura pris toutes les cartes au milieu, on va devoir nourrir nos animaux, on va devoir irriguer nos champs, donc enfin les arroser. Pour ça, on a des petits châteaux d'eau. C'est une carte qu'on peut prendre aussi à notre tour au lieu d'aller en prendre une dans la rivière. On a plein de petits trucs comme ça, on va pouvoir appliquer les pouvoirs de tout ça. Quand on n'arrive pas à nourrir les animaux ou à mettre de l'eau dans un champ, on retourne la carte, ça veut dire que notre terrain est en friche et que ça se passe pas bien. Et on joue comme ça 4 manches, et à la fin des 4 manches, la personne qui a le plus de points gagne, et on y est. C'est un jeu qui est un peu fouillis en fait, je trouve. On a besoin de place déjà, parce qu'on s'étend à droite, à gauche, en haut, en bas. En fait, au début, on ne sait pas trop, puis après, on va avoir un bâtiment qui nous fait scorer si on a plein de choses sur la même ligne, ou sur la même colonne, ou autour, donc on va essayer de le mettre quelque part. Puis après, on achète des champs, donc on va racheter de l'eau pour mettre plus loin, et on voit que finalement, si on met de l'eau ailleurs, c'est mieux. Enfin voilà, il y a plein de choses, peut-être trop, qui font que le jeu perd en simplicité, et peut-être en efficacité, et qui rendent le jeu un petit peu relou. Donc pour moi, le temps des moissons, je vais le mettre dans non merci, ou pas mauvais mais pas inoubliable. Non, allez, il est pas mauvais, mais est-ce que je vais y retourner? Non, probablement pas. Mais est-ce que je vais dire non merci une partie? Je suis pas sûr de dire oui à une partie non plus, hein. C'est vrai, je suis pas sûr de dire oui à une partie. Bon, en vrai, pourquoi pas. Allez. Little Tavern. Alors, Little Tavern, c'est un petit jeu de bluff. C'est un petit jeu taquin, on va dire. Le principe, c'est simple. À son tour, on va aller piocher une carte au hasard sur un gros tas au milieu. Soit c'est un parchemin, donc ça va faire un pouvoir unique à utiliser une fois, soit c'est un client. Quand on a un client, on le met autour d'une table, que ce soit la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Si on la met autour de nous, on rejoue. Et si on la met sur une table de quelqu'un d'autre, c'est à quelqu'un d'autre de jouer. Le but du jeu, évidemment, c'est de refiler ce qui fait pas de points aux autres et d'essayer de prendre pour nous ce qui en fait un peu. Parce que ces petits bonhommes vont nous payer, évidemment, en quittant la table. Sauf que ils nous payent pas tous vraiment de la même façon. Vous avez les nains. Alors, vous avez les rouges là qui payent directement, c'est marqué dessus. Les gobelins, ils ne payent pas. Sauf s'il y a un gobelin particulier, c'est peut-être Jean-Pierre, je ne sais plus. Les elfes payent 1 par elfe autour de la table. Parce que les elfes aiment être entre eux. Les nains, je crois que c'est genre 2 pièces par type de cartes différentes qui est autour de la table. Là, par exemple, il y a un gobelin, un nain et un truc rouge dont je ne me rappelle plus le nom. Etc. etc. Ah, il y a les amoureux qui ne payent que s'ils sont ensemble. Enfin voilà. Il y a plein de façons de faire des points. Et du coup, voilà. Si j'en pioche un qui m'a l'air bien pour moi, je le prends. Si c'est nul, je l'offre. Si ça, enfin voilà. Ça dure pas très longtemps, c'est pas très dur. Bon, c'est pas non plus très intéressant au-delà de ça. Ça joue bien, j'ai trouvé ça plus rigolo que ce que je pensais, ce qui est déjà pas si mal.
voilà, un petit jeu apéro, pourquoi pas en fait, pourquoi pas, mais bon. Je suis obligé quand même de le mettre dans les pas mauvais, mais pas inoubliables, quoi. C'est sympatoche, le jeu n'existera pas, ça irait quand même. Et moi, personnellement, je ne l'aurais pas dans ma ludothèque. Mais, tu me reproposes une partie là tout de suite maintenant, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Monasterio. C'est celui-là. Yeah. Ah, c'est Moisterio. Ou Monastero. Ouais, bah... Donc, avant ça, on va quand même regarder. C'est un jeu de Costa et Rolla qui ont fait Café. Enfin, Costa en tout cas, qui a fait Café. Yinzi, ça me parle, mais je sais pas exactement ce que c'est. Malheureusement, je n'y ai pas joué. Ouais, bah les deux ont fait les mêmes jeux, très bien. Bon, ils bossent ensemble, c'est une bonne chose, hein, il faut. Donc c'est un jeu de pose d'ouvriers qui sont en fait des dés, gestion de ressources et construction d'un monastère. Assez incroyable, n'est-ce pas? Donc pour ça, on va avoir des dés qu'on va lancer en début de partie. On va faire la somme totale des gros dés qu'on a dessus, ce qui va nous permettre d'avoir certaines ressources à disposition, parce que ces ressources-là, bah, elles sont plus ou moins disponibles suivant les lancers de dés qu'on a fait. Et ensuite, eh ben, c'est parti. On va pouvoir venir se placer sur les différents endroits, sachant que ça reprend le principe notamment du diamant d'or Crystal Palace, c'est-à-dire que quand on arrive avec un dé plus petit que ceux qui ont été placés, ben on se place plus à gauche, donc on a des offres plus intéressantes, mais comme on a des plus petits, on fera quand même une action moins grande. Mais on peut faire chier les autres en décalant leurs actions et en leur laissant un truc pourri. Voilà. Globalement ce qui se passe. Donc on a des actions là pour récupérer du pain, on a des actions là pour aller récupérer des tuiles qui nous font des points de victoire. On a là l'occasion de récupérer de la pierre et des morceaux de bâtiment pour aller construire le bâtiment. On a là où on va pouvoir récupérer des statues, etc., etc. Bon, il y a plein de petites choses à faire à droite, à gauche. C'est assez banal en fait, c'est assez quelconque. Il n'y a pas grand chose de formidable dedans. Crystal Palace, je le trouvais un peu méchant, mais au moins il se passait quelque chose quoi, autour de la table. Là, celui-là, c'est un peu mou du genou, quoi. C'est un peu mou du genou, c'est pas intense, il n'y a pas un grand renouveau dedans. Enfin, je sais bien qu'on n'est pas obligé d'innover constamment, mais on peut peut-être faire un petit effort quand même. Je vais le mettre dans non merci, hein, je suis désolé, mais bon, voilà, ça restera pas dans les annales, on va dire. Next Station Paris. Il est là. Ah, c'est quelque chose, hein. Bon, je vais boire un verre. Donc, Next Station Paris, c'est relativement simple. L'objectif du jeu, c'est comme dans ceux d'avant, donc Next Station Tokyo, Next Station London. C'est dur, hein. Donc, c'est de créer le petit réseau de trams. Pour ça, c'est du flip and write, donc on va retourner une carte, ça indique un symbole, on va partir d'un des points avec le stylo de la couleur correspondante, on va relier, blablabla. Blablabla. Là, les petites différences, donc elles sont sur les ponts qu'on a ici, c'est-à-dire que les ponts, si j'arrive à passer, déjà ça me permet de croiser, deux rames, et en plus, et ben, si j'arrive à passer et en dessous et au-dessus,
potentiellement avec de lignes différentes, et ben je vais pouvoir marquer plus de points. Donc c'est 2 points par pont où je passe une fois, 6 points par pont où je suis passé 2 fois. Donc ça c'est bien. Les petits pouvoirs spécifiques cette fois, donc on a eu le premier où c'était spécifique au crayon, le deuxième où c'était spécifique à la forme tirée, et ben là elles sont spécifiques au coin, donc chaque coin a un pouvoir, et quand on y va, on applique le pouvoir, et c'est cool. On a aussi une zone au milieu, vous voyez, une zone qui est un peu joker, parce qu'on peut y aller facilement avec tout ce qu'on veut. Voilà. C'est un jeu qui est plus sympa que ceux d'avant, c'est-à-dire que là, ce jeu, il nous laisse tout faire, quoi, hein. Je veux dire, il est open, il nous permet à chaque fois de faire des points, on est rarement bloqué quand même. On fait en général plus de points que sur les autres. Il est un peu plus... Enfin, il n'est pas plus simple, mais c'est plus simple de faire des points parce qu'il y a tellement de trucs partout qu'on est obligé d'en faire à un moment donné. C'est une gamme que j'apprécie relativement beaucoup. J'ai du mal à rentrer dedans, mais maintenant c'est vrai que j'aime bien. Celui-là, autant que les autres, en fait, pas vraiment plus, pas vraiment moins. C'est un peu dur à classer sur les trois. Les gens aiment moins Tokyo, moi j'aime bien Tokyo quand même. Après, je suis tenté de faire des mix, c'est-à-dire prendre Tokyo, mais avec les pouvoirs de celui-là, etc. etc. C'est indiqué hein, dans les règles de jeu qu'on peut, donc je me dis que pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Je vais le mettre dans à quand la prochaine, c'est un flip and ride, donc j'ai toujours envie d'y jouer, c'est pas un problème. Ça ne le sera jamais. Ok, pardon. Des choses qui se passent, c'est un peu... wow. Donc, suite, Noé. Noé, pareil, j'y avais déjà joué une fois avant, mais je me rappelais plus beaucoup. 2012, ça nous rajeunit pas. Bruno Catala et Ludovic Maublanc. C'est un petit jeu de cartes où le but c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Pour ce faire, eh bien, on a des petites arches où on va pouvoir mettre soit que des garçons, soit que des filles, soit alterner garçon-fille, 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 sachant qu'il faut à chaque fois que la somme totale ne dépasse pas 21, bah oui, parce que ça pèse son petit poids, les animaux, et à un moment donné, s'il y a trop de bestioles, eh ben, ça ne tient plus dans le bateau. Sachant aussi que quand on joue une bestiole, on va forcer le joueur suivant à jouer sur un bateau spécifique, et on aura toujours un choix parmi deux. Voilà, bon, c'est pas bien méchant, hein, c'est plutôt sympathique. Enfin, c'est pas bien méchant. Si, on est méchant avec les autres, mais les règles sont pas très dures. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est bien. Je trouve pas ça incroyable, mais c'est bien. Voilà, ça passe le temps. Ça passe le temps, on va dire. Non, en vrai, si vous cherchez un petit jeu de cartes un peu taquin à jouer en famille, c'est très bien. Hein. C'est vraiment bien. C'est mieux à 3-4, oui. 2, ça me semble un peu light. Après, nous, on a joué à 5, je crois. On a joué à 4 et à 5, et ça allait. Ouais, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus le jeu sur lequel je vais sauter comme ça. Je vais le mettre là, mais j'aurais pu le mettre un cran en haut. Ouais, je sais pas. Je vais le mettre là, allez. Vous m'avez convaincu. Je me suis convaincu tout seul. Hein. Je me suis convaincu tout seul. Path of Civilization. Donc un jeu qui avait fait beaucoup parler à sa sortie parce que, voilà, c'est un jeu qui a été illustré par l'IA. C'est un jeu qui a été créé par Fabien Gridel, qui a aidé à faire Turing Machine, Chronologique, Rest in Peace. Oh, Chronologique Babylone, ça va être trop cool ça. Bref, ok.
Et donc Path of Civilization, c'est un jeu de civilisation qui se joue en 8-9 manches, je crois. Sachant qu'à chacun de nos tours, on a 5 cartes en main, on va en choisir 4 qu'on va placer 2 à gauche, 2 à droite. Et que chaque manche se décompose en un certain nombre d'étapes. Les étapes sont assez claires parce qu'il y a une petite idée de jeu qui nous rappelle ce qu'il faut faire. En gros, on prépare nos cartes, on les révèle. On va gagner des petites ressources qui sont en fait démontées sur ces pistes-là. Potentiellement, on va avoir des petits bonus dessus, donc pas au début, mais au bout d'un moment, on en aura, qui vont nous permettre d'aller sur, hop, mettre des cubes sur ces petits carrés qui se baladent là, qui sont de couleurs différentes, qui correspondent un petit peu à ce qui se passe là. Ensuite, on va pouvoir racheter aussi des nouvelles cartes. Ici, il va y avoir une petite zone de bataille. En fait, hop là, il y a à peu près une manche sur deux à partir de la 4e où, hop, on va devoir se battre. Plus on va être fort, plus on va pouvoir gagner de points et défoncer les autres. En fait, on tape pas les autres, hein, on leur fait rien du tout, mais juste on est meilleur qu'eux, donc on gagne. On a ici, sinon des événements qui vont plutôt se baser sur ce truc jaune qui est plutôt quelque chose d'artistique. Et voilà, bon, l'objectif c'est de faire plus de points de victoire que les autres en fin de partie. Pour ça, il y a les cartes qu'on a, il y a les points qu'on a fait en cours de partie, là par exemple avec la guerre. On a aussi des bâtiments à construire qui vont nous donner soit des points de victoire, soit des petits pouvoirs. Pareil, on va pouvoir recruter des petits sénateurs qui vont nous faire pareil. Voilà. Bon. C'est un jeu qui est un peu lourdingue pour pas grand chose. Déjà, on a une énorme boîte. Alors, il y a du matos, hein, je dis pas, mais c'est pour un jeu qui est quand même initié. Je vais pas dire expert parce que franchement, ce qui le rend initié, c'est parce qu'il y a des règles, il y a des règles à gogo, hein, mais c'est pas vraiment le jeu en lui-même. C'est un peu répétitif, j'ai trouvé. On faisait un peu tout le temps pareil. Il y a quelques petits coups qui sont agréables à faire, mais franchement, globalement, pas tant que ça. Ouais, non, j'ai pas trouvé que c'était un super jeu. Moi, j'y retournerai pas, je vais le mettre dans non merci. Et ouais, il y a une petite idée qui est rigolote, c'est que comme on joue 4 cartes sur les 5, il y en a une qui dégage. Sauf qu'en début de partie, bah, vous avez les 5 actions possibles, donc si vous en virez une, vous savez que elle part à jamais. Mais en fait, quand on achète des cartes, on gagne plein de bonus, donc on a très vite moyen de la récupérer. Donc en fait, c'est pas, on se dirige pas vraiment non plus vers un côté de jeu sur lequel on peut rien changer, quoi. Voilà, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Sagrada Artisan, ça va être horrible à placer parce que j'annule toutes mes soirées jeux depuis un petit moment où on est censé y jouer, donc c'est un peu compliqué. Voilà, on a fait la première manche, donc celle-là, et c'est à peu près tout. Et qui reprend pas mal les règles de Sagrada, sauf que comme votre tableau est complètement vide, à chaque fois il faut noter et la valeur du dé et colorier la case de la bonne couleur. Et on a des petits coloriages à faire aussi autour. Et ça c'est agréable. Non, en vrai, on a passé plus de temps à colorier nos cases qu'à faire autrement. Je me spoil un petit peu là, donc je vais enlever ça. Ça, c'est le premier, donc ça spoil pas vraiment. C'était cool. Voilà, c'était rigolo. Pour l'instant, c'est du Sagrada, donc moi j'aime beaucoup. J'attends de voir ce que ça a sous le capot. On n'a pas découvert grand chose de nouveau. Donc voilà, il faut voir ce que ça donne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est plus mon type de dessin. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs. Je suis un peu curieux. Voilà. Et bah, du coup, on verra. Je vais le mettre dans à quand la prochaine parce que j'arrive pas à y jouer. J'ai envie d'en refaire une. Non, mais ça va quand même pas mal me tenter parce que voilà. Mais je pourrais en dire plus quand j'aurai terminé la campagne. Ce qui n'est pas le cas.
Side Quest 7C, qui est un jeu d'escape, voilà, dans lequel eh bien, on va simplement devoir s'en sortir. Donc c'est sur un thème de jeu de société que je ne connais pas, mais je ne connais ni celui-là ni l'autre, et j'ai fait les 2 boîtes pourtant. Et bah voilà, on va enchaîner les petites énigmes plus ou moins difficiles. On va essayer de s'en sortir comme on peut. Le petit système de reconnaissance, savoir si on s'est trompé ou pas, est plutôt malin, plutôt rigolo. Donc en fait, ce qu'on va trouver, c'est un code soit à 4 chiffres, soit à 4 couleurs, soit à 4 symboles, parce qu'il y a des petits symboles dessus aussi. Et du coup, après, on les place, si c'est énigme A, voilà, on les place dans l'ordre là pour faire correspondre ça. Et en fait, on sait qu'on a raison si à gauche et à droite, c'est bien les mêmes symboles. Bah, je ne vais pas spoiler plus que ça l'histoire, mais les énigmes sont vraiment cool. On a trouvé l'histoire plutôt sympa aussi. On a passé un bon moment et franchement, avec toutes les boîtes, enfin nous on a fait tous les unlocks, on a fait quasiment tous les exits je dirais. Enfin, on les a tous fait je crois. Arriver à nous surprendre, ça devient un peu plus compliqué. Et ici, on a trouvé des petits trucs malins qu'on a bien aimé. Voilà. C'est pas le meilleur jeu d'escape que j'ai fait de ma vie, mais je les trouve vraiment cool. Ah, lui il a fait les Escape Tales. Les Escape Tales, moi j'ai trouvé ça plutôt cool aussi. Hein. Donc déjà, je vais lui mettre un petit 9, moi. Allez, faut être gentil. Faut être gentil. Et en même temps, je crois que je vais le mettre dans le coup de cœur. Voilà. Voilà, c'est fait. C'est dit, c'est fait. C'est mis. C'est peut-être le seul que je mettrai ce soir. Bon, en même temps, il reste que 3 jeux. Mais, vraiment, c'était cool. C'était vraiment cool. Je vous conseille d'essayer celle-là ou l'autre. Les deux, en fait, les deux, j'ai beaucoup aimé les deux. Donc, laquelle j'ai préféré sur les deux, c'est un peu compliqué. Mais 29 commandes, qu'est-ce qu'on dit les gens? Ouais, bah s'ils écrivent en espagnol. Alors. Il a trouvé moins bien parce que trop facile ou trop dur. Ok, ok, ça va, ça se comprend. Ok, c'est vrai que la fin est un peu dure. Ok, ok. Ok, je comprends les critiques dessus, ça méritait peut-être moins, mais... Ok, pas de problème, pas de problème. Ensuite, The Key. Alors, The Key, j'y ai beaucoup joué, c'est aussi un jeu de déduction. Sauf que là, c'est le niveau top. En fait, il y a 3 niveaux de difficulté, donc moi j'ai pris le dernier. Eh, coucou Aurore. Ça fait plaisir de te voir. On parle de The Key. Bon, il reste plus beaucoup de jeux, hein. T'arrives à la fin, mais mieux vaut tard que jamais. Donc The Key, qui est un jeu de déduction, qui a le gros avantage que il n'y a pas d'installation en fait. On jette toutes les cartes au milieu et on va se démerder avec ça pour essayer de trouver ce qui s'est passé. On va choisir une couleur d'affaire, donc on ne jouera qu'avec les cartes qui ont cette couleur là. Par rapport aux autres The Key, il y a plus de complexité pour celui-là. Donc en gros, il s'est passé... alors là, je crois qu'il y a eu 3 évasions. Normal, ça s'appelle Escape. Donc on retrouve des anciens personnages qu'on a vus dans les autres boîtes. Ok, bah pas de souci. T'inquiète pas. Je comprends, je comprends. Donc du coup on a 3 personnages qui se sont échappés, qui ont utilisé chacun un bac de vêtements différents et qui ont fini donc dans un lieu différent. Donc il faut qu'on trouve quel personnage a pris quel bac et a fini où et est passé par quelle porte. On a ces 4 là, mais en plus dans celui-là aussi, on a donc derrière notre paravent sur le côté droit, on a aussi tous les
les potentielles personnes qui les ont aidés, il faut qu'on trouve les deux... non, c'est les clans, pardon. Ils sont tous dans un clan différent et il faut qu'on trouve les deux personnes qui sont dans leur clan. Parce que en trouvant l'ordre ici de porte, personne, bac et lieu, on va obtenir un petit code à 3 chiffres. Et en fait, en obtenant ensuite les différents personnages, et bien en fait ça va nous faire mélanger un peu le code. Et à la fin, l'objectif c'est d'être celui qui trouve le code. Et voilà. En fait, c'est pas le premier qui le trouve, c'est celui qui le trouve en moins de cartes. C'est-à-dire si on est plusieurs à le trouver, c'est celui qui aura utilisé le moins d'indices. Sachant que le premier a un petit avantage parce que sa clé lui va lui permettre de supprimer une ou deux cartes. Donc de baisser quand même le nombre d'indices qu'il a utilisé. Le seul problème que je trouvais à celui-là, que je trouve aux autres de manière générale, c'est que parfois tu prends un indice que tu avais déjà. Donc ça te compte quand même des points alors que c'est pour quelque chose dont tu te foutais royalement. Bon, c'est un petit point de détail. Moi je trouve que le premier qui trouve gagne, c'est très bien. Mais en vrai, déjà se satisfaire d'avoir trouvé, c'est très bien aussi. Là, on a des petits mini-jeux, dont un sur la map que j'ai trouvé bof. Enfin, celui sur la map, j'ai trouvé bof. Les autres, je les ai pas trouvés bof, je les ai juste pas compris au début. Donc c'était un peu compliqué. Mais une fois en tête, ça va. Faut juste se mettre dedans tranquillement. Voilà. Jeu de déduction, très casse-tête. Il y a genre que 7 ou 8 histoires, mais honnêtement, j'en ai fait une. Je peux la refaire là parce que j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Celle-là, c'est vraiment public averti. Par contre, le niveau, vraiment, le niveau facile n'est pas facile. Il faut partir de ce principe-là. Donc le niveau difficile, enfin expert, il est, il est lourd quoi. Faut y aller en connaissance de cause. Je vais le mettre dans encore la prochaine parce que c'est du The Key que j'aime beaucoup et que j'ai très envie d'y rejouer. Mais ça demande un moment où je suis en forme et où je suis capable de réfléchir. Ce qui n'est pas le cas là tout de suite. Ce qui est le cas là tout de suite, mais ce qui sera peut-être pas le cas demain, après-demain, enfin je ne sais pas. Wiener Walzer. Hop, un petit peu d'allemand, ça fait du bien. Tout le monde aime ça. C'est un jeu de Rainer Kizia, donc je vais pas regarder tous les jeux qu'il a fait parce qu'il y en a beaucoup trop. Hein. On a autre chose à faire. Hop. C'est un petit jeu de collection, entre guillemets. Oh là là, mais c'était joli ça. Nous on n'a pas eu ça. Hein. Oh, l'édition japonaise elle est trop cool. Voilà, nous on avait des bonhommes dégueulasses comme ça. Donc à notre tour on va poser un bonhomme. Enfin on va en piocher un au hasard dans notre pile et on va le poser quelque part. Quand on le pose quelque part on peut prendre le grignotage qu'il y avait à sa place. Et si un homme ou une femme est entièrement entouré d'autres personnages, il va danser avec le personnage qui a donc la force la plus élevée. Donc si là par exemple il y a 3 autres persos ici et que le 3 est le plus élevé, le bonhomme là va danser avec cette madame là. Bon, le jeu est un peu old school, donc les hommes dansent avec les femmes. Hein. En même temps on est sur les balles de Vienne d'il y a fort longtemps. Et quand c'est le cas, les deux personnes, donc là le jaune et le blanc, vont marquer chacun 8 points, c'est la somme totale des deux. On fait comme ça toute la partie et à la fin il y a un petit système de collection avec la bouffe, c'est-à-dire que par lot de chaque nourriture différente on va marquer 5 points je crois. Et donc la personne qui a le plus de points en fin de partie gagne. Voilà. Le jeu est assez chaotique parce que l'ordre dans lequel on pioche nos personnages influe énormément la partie. En fait ça fait la partie, point. Donc voilà, c'est un peu dommageable. Après, nous, on a passé la moitié du jeu à rigoler sur les noms des personnages. En fait, ils sont tous d'une nationalité différente. Donc là, vous avez un peu les hispaniques, on a les allemands et on a les français qui sont en bleu. Et les français en bleu ont des noms particulièrement ridicules. Hein. Mais là on les voit pas, je suis trop triste. Oh là là. Mais il y avait Face de Cheval, il y a une femme qui s'appelle Face de Cheval dans le jeu. C'est débile. Donc voilà,
On était fatigué, il était tard, donc on a beaucoup rigolé sur le nom des personnages. Et c'est à peu près tout ce que je retiendrai du jeu. Donc, je vais le mettre dans non, peut-être pas oublier, dans non merci, parce que une fois c'était drôle, deux fois ça devient lourd. Mais voilà. Mais c'est pas méchant non plus. La version, si vous voulez pas rigoler, mais que vous voulez un jeu beau, la version asiatique a l'air quand même un peu mieux. Hein. Elle a l'air plus acceptable. Et la bouffe a l'air meilleure aussi. Ouais, ça donne envie. Les petits gâteaux au chocolat. Bref, on va terminer sur Zanguo. Avec 2 H. Avec un H. Avec un deuxième H, mais pas là. Sinon, c'est ça. Bah alors, qu'est-ce que tu... Ah, il n'y en a pas après le G, pardon. Il n'y en avait qu'un. My bad. C'est moi. Je prends sur moi. Qui est donc... Enfin, moi, j'ai joué à celui-là, qui est donc une réédition, mais un peu... Enfin, plutôt une réédition. Ouais, une réédition, mais qui a été quand même changée. Donc de Marco Canetta et Stefania Nicolini. Il a travaillé sur The Specialist, ok. Pirates Under Fire. Red Road Revolution. Bon, ils ont travaillé pas mal ensemble, a priori, quand même. Hein. On va pas se mentir. Elle est... Bon, ok. C'est un jeu un peu compliqué à expliquer comme ça va pas être facile. Il y a un peu de majorité, il y a un petit peu de combo, il y a des objectifs à réaliser. Pour ça, en fait, on a 6 cartes à chaque manche. Et en fait, sur ces 6 cartes, il y en a 2 qui ont des petites valeurs, 2 qui ont des grandes valeurs et 2 qui ont des valeurs intermédiaires. Bon, on ne sait pas par rapport aux autres où c'est vraiment situé, mais on va être comme ça. Les cartes, on a le choix entre deux choses. Soit on les met, on les cache derrière un de nos régions pour que on puisse augmenter les bonus, augmenter les actions qu'on va faire par la suite. Soit on l'utilise donc sur... Je vais trouver l'endroit, hein, je vous assure un jour. Bon, bah, il n'y a pas de photo. Soit on les utilise à un endroit et en fait, si on est plus petit que celle d'avant, on va pouvoir avoir une action qui sera bonifiée. Soit on est plus grand que celle d'avant et on a d'autres actions qui seront bonifiées. Donc il faut réfléchir aux actions qu'on veut faire, aux cartes qu'on veut garder pour faire telle ou telle action. Et franchement, en fin de partie, on a envie, nous, de faire des actions. Et si en plus, on peut empêcher les autres de la faire, c'est un petit bonus qui ne se refuse pas. Voilà, c'est ici qu'on se place. Donc là, par exemple, la carte est 85. Si je mets plus que 85, les actions qui sont disponibles à droite seront bonifiées. Si je mets moins, c'est les actions à gauche qui seront bonifiées. Voilà. Et donc le but, bah, ça va être de mettre des bonhommes là, ensuite de les... ces personnages-là vont me permettre de faire d'autres actions, par exemple de construire des villas, enfin c'est pas des villas, c'est des palais, on a des constructions de murs, on va pouvoir mettre des empereurs aussi, puisqu'il y a un système de scoring de fin de partie sur chaque zone, on a des objectifs de fin de partie, enfin il y a plein de trucs. Voilà. Le jeu est très cool. On a eu quelques petites erreurs de début de partie qui ont un peu gâché le plaisir, même si ça va. En vrai, c'était pas non plus catastrophique. On s'est vite remis dedans, mais on aurait sûrement joué un peu différemment en le sachant. What the fuck? Et on est d'accord que le mec, il a pas mis des photos de Zanguo là. Ça n'a aucun rapport avec le jeu là. Bon, c'est très chelou. On va pas se mentir, c'est très chelou. Donc oui, j'ai beaucoup aimé ma première partie, mais j'ai très envie d'en refaire une dans des vraies conditions. Ça a l'air d'être un jeu un peu méchant, donc je suis pas sûr d'en faire 150.
Mais là, actuellement, moi, je vais le mettre dans un camp la prochaine parce que vraiment, ça m'avait titillé quand même. Ça m'avait titillé et c'est bon signe ça en général. C'est bon signe. Voilà. Et bien une tier list qui est plutôt positive là pour une fois. On est quand même dans le audio. Hein. Il y a plus de bien que de mal. Hein. Je tente des choses moi. Je devrais pas. Voilà. Ok. Et ben voilà. C'est un premier retour tranquille mais pas trop mal quand même. Hein. On a pu faire des choses, on a pu discuter un peu. Et bien moi je vais m'arrêter là-dessus. Hop, je vais prendre cette petite tier list. Hop. Et puis on se redit à peut-être vendredi, c'est possible. Tout dépendra. Bonne question. Voilà. Bah merci à ceux qui sont passés, c'était cool. Et puis n'hésitez pas à revenir. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur ces jeux-là. Je suis curieux d'avoir votre retour aussi sur ceux que vous avez pu essayer. Voilà. Et bien sur ce, bonne soirée.